Bienvenue à toutes et à tous. Dans l'auditorium de la Grande Galerie de l'évolution du Muséum, nous sommes réunis donc pour répondre à la question suivante. La reconnexion de l'homme à son environnement est-elle possible ? La planète, ses écosystèmes, la nature au sens large peuvent se passer des humains, mais nous, humains, ne pouvons vivre sans la nature. Alors c'est l'histoire longue d'une évolution, bien sûr, une évolution de nos relations avec le monde du vivant, mais dans cette ère de l'Anthropocène, eh bien, il est urgent de questionner et de poser des questions sur ces connexions, cette interconnexion et la reconnexion. Qu'entendons-nous par nature ? Pourquoi faut-il renouer avec elle ? Quel chemin emprunter pour être les acteurs de transformation profonde de nos sociétés en vue d'un mieux-être et d'un mieux-vivre? Avec nous pour en discuter, partager aussi des vécus personnels et imaginer des pistes de futur souhaitables et soutenables. 3 invités. Anne-Caroline Prévost, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, écologue, scientifique et biologiste de la conservation au Muséum national d'histoire naturelle, et puis auteur du livre, je le mentionne, il est là, La nature à l'œil nu, un livre paru aux éditions du CNRS. À vos côtés, Jean Chamel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, chercheur à l'Université de Lausanne, et vous avez fait la route pour venir nous parler, en tout cas partager vos expériences avec nous. Merci beaucoup. Et puis Marc Giraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes naturaliste de terrain, chroniqueur animalier à la radio, auteur de nombreux livres, une quarantaine je crois, donc on ne va pas tous les citer ce soir, mais je vais au moins en citer 2 en rapport avec notre sujet. Le bonheur est dans la nature. Il y a aussi La nature en bord de chemin, et puis on peut préciser que paraîtra bientôt au mois de mars La nature au bord de l'eau. Tous ces livres édités chez Delachaux et Niestlé. Allez, première question. Qu'est-ce qu'on entend par nature ? Quelle définition donnez-vous à ce mot ? Parce qu'on a aussi tendance à associer, quand on parle de nature, un autre mot qui est plus récent quand même, qui est celui de biodiversité. Mais précisons-le, le mot biodiversité est apparu dans les années 80 et a été popularisé beaucoup depuis les années 2000. Qui veut commencer ? Définition du mot de nature. Anne-Caroline ? Oui, je vais commencer parce que moi je suis une écologue, et donc en tant qu'écologue, pour moi, nature, c'est biodiversité. Ça tombe bien. Mais plus généralement, la définition de l'IPBES, je vais beaucoup parler de l'IPBES, peut-être aujourd'hui, l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité, et qui se réunit régulièrement en plénière. Et donc en 2019, il a fait un état global de l'état de la biodiversité et de la nature, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, et des contributions qu'elle peut donner aux humains. Et pour ça, dans ça, il définit la nature comme le vivant, non humain, avec lequel on est en relation. Et cette nature, elle est pas notre ennemi, pas notre ami, c'est ça que je voulais préciser. Et elle est en interaction, c'est un ensemble d'êtres vivants en interaction les uns avec les autres, dynamique, évolutif et qui bouge tout le temps. Alors, qui se lance ? Jean Chamel ? Non, Marc, allez, Marc Marc avant vous, allez, on y va. On va Marc commencer Giraud. par se fâcher. Enfin non, on va pas se fâcher, mais je déteste le mot biodiversité, que je trouve froid, technologique. Et j'aime tellement mieux le mot nature, qui est tellement plus grand, vaste, sacré presque, qui fait appel à l'imaginaire. Et il y a un sondage qui va paraître bientôt, qui a été fait par 14 associations, dont l'ASPAS, dont je fais partie. Un sondage sur l'usage du mot biodiversité et du mot nature. Et maintenant, c'est quasiment à 50-50, c'est-à-dire que surtout pour les jeunes générations, le mot nature disparaît. La nature disparaît de ce qu'on voit et de nos esprits. La nature disparaît même dans les discours de ceux qui la protègent. Elle disparaît du ministère de l'écologie, où avant il y avait une direction de la protection de la nature qui a vite disparu, et on ne parle plus jamais de nature. Donc je pense que le mot nature, même si le mot biodiversité a sa place, évidemment, il ne faudrait pas l'oublier. Oui, on peut dire que la biodiversité fait partie de la nature. C'est un peu la votre nature, c'est plus conception, vaste. Alors, il y avait la définition de mon ami François Terrasson, qui a beaucoup sévi ici. Pour lui, la nature, c'était ce qu'on ne maîtrise pas, même la nature intérieure. C'était très intéressant d'ailleurs parce qu'il s'est fait pas mal d'ennemis chez les écologistes, parce qu'il disait que faire des petites maisons en bois pour les oiseaux sauvages, c'était absurde, qu'on détruisait la nature parce qu'on ne supportait pas qu'elle marche toute seule.
Et c'était très intéressant. Vous connaissez peut-être François Terrasson, mais il a fait un livre fondamental qui s'appelle La peur de la nature. Alors juste une précision, puisque Marc Giraud a parlé de l'ASPAS, son association, c'est l'Association pour la protection des animaux sauvages. Voilà, je voulais quand même donner cette précision. Jean Chamel, en tant qu'anthropologue, la nature, pour vous, c'est quoi? Alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est que pour les anthropologues, pendant longtemps, la nature, c'était pas un sujet, c'était le sujet des sciences naturelles. Et les anthropologues s'intéressaient à la culture, ou aux cultures, qui étaient variables face à une nature pensée comme unique et objectivable par les sciences naturelles modernes. Et alors c'est sans doute plus ancien que ça, mais on parle depuis peut-être une vingtaine d'années d'un tournant ontologique par lequel les anthropologues de plus en plus questionnent cette séparation entre une nature unique, universelle et des cultures qui s'organiseraient autour, et vont se rendre compte finalement que dans le monde, parmi d'autres sociétés humaines, toutes n'ont pas le concept de nature. Que ce concept de nature est un concept occidental, moderne, pas que moderne, on le retrouve avant dans l'Antiquité. Mais donc les travaux des anthropologues permettent justement de questionner cette unicité et cette essentialisation quelque part de la nature pour l'historiciser et l'inscrire dans une histoire. Oui, effectivement, on pense au philosophe et chercheur Frédéric Ducarme qui a travaillé sur le fait que ce mot nature n'existait pas dans certaines langues, d'ailleurs, aussi au niveau des langues. Et on peut dire que c'est un mot nature qui est apparu dans les civilisations urbaines, Anne-Caroline Prévost, je crois, des empires grecs, romains, arabes, chinois, c'est ça. Finalement, ça vient de l'urbain. Ouais, je cite Frédéric Ducarme aussi. Mais effectivement, je ne sais pas si le mot nature est apparu dans les sociétés urbaines, mais en tout cas, nos modes de vie actuels et modernes et notre façon de vivre, d'abord parce qu'on s'est construit et qu'on s'est rassemblé dans des villes où il y a, par définition, on a enlevé ce qui nous empêchait de construire nos villes, donc la nature, et puis pas que parce qu'on habite dans les villes, mais parce que nos modes de vie s'accélèrent et s'éloignent petit à petit des relations qu'on peut avoir avec cette nature au quotidien. Donc certains écologues un peu et personnes qui s'occupent de la conservation de la nature ou de la biodiversité regrettent ce qu'ils appellent l'extinction de l'expérience de nature, ou en tout cas la diminution des opportunités qu'on a d'être en contact avec la nature au quotidien dans nos vies. Et en plus d'avoir des opportunités qui diminuent et du coup d'avoir moins envie d'y aller, on oublie que nos parents et nos grands-parents avaient plus d'opportunités et donc avaient plus d'expériences de nature. Donc ça, un psychologue américain, Peter Kahn, a parlé d'amnésie environnementale générationnelle dans ces cas-là, parce que c'est un espèce de cercle vicieux du coup, parce que si on oublie qu'on en a moins, on oublie, on se rend pas compte que c'est important, ou on n'a pas envie de croire que c'est important, etc. Voilà. Mais l'homme en fait fait partie de la nature. L'homme s'est extrait de la nature. C'est aussi cela. Il a pris une position dominante, on peut dire dominatrice. Il s'en est extrait et devenant presque l'espèce la plus prédatrice, ou même pas presque, devenant l'espèce la plus prédatrice. Où est-ce que les hommes se situent aujourd'hui? Où est-ce qu'ils devraient se situer? Voilà, est-ce qu'on peut se poser la question, Marc Giraud? Où est-ce qu'on devrait se situer? On devrait retourner aux sources, revenir dans les bois. Je crois que c'est John Muir qui a dit quand je vais dans les bois, je vais chez moi. Parce que nous, on est des enfants de la nature et on a tendance à oublier nos racines. Et c'est vrai que c'est de génération en génération de plus grave. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a perdu puisque notre référence, c'est une nature déjà très appauvrie. Et on ne se rend pas compte de ce qu'on a perdu. Il y a quelques siècles, peut-être quelques millénaires, il y avait des nuages d'oiseaux qui obscurcissaient le ciel, il y avait des milliers de phoques, de tortues sur nos plages, enfin il y avait une nature exubérante qu'on a complètement oubliée. Et maintenant, quand il y a 3 loups qui se baladent quelque part, on est mort de trouille. Donc on a complètement perdu ce rapport avec le sauvage, ça c'est important. Dès qu'il y a une bête sauvage, on a très peur. Il faut peut-être rappeler d'ailleurs que le monde sauvage ne représente plus que 4 ou 5% à peine à l'échelle mondiale des territoires et en biomasse et en espèces. C'est ça. Donc vraiment, on a pris toute la place. À la préhistoire, on avait à partir du néolithique, on avait des petits villages entourés de nature. Maintenant, on a tout pris la place et il y a des petites réserves où il y a encore un petit peu de nature. Donc c'est un peu pessimiste ce que je dis, mais ça serait bien de refaire le lien et de recréer des ponts entre les humains et la nature, parce que dans les cités, il y a beaucoup d'enfants qui ne voient pas grand-chose.
On a perdu le langage commun, on peut dire ça, Jean Chamel ou Anne-Caroline Prévost. Le langage commun, je ne sais pas si on est capable de parler avec les animaux, ni avec les plantes, mais on a perdu un langage, en tout cas une façon de les comprendre, ça c'est sûr, en tout cas de savoir qui ils sont et de se positionner. J'aime pas le mot perdre en fait. On a changé notre façon de se positionner par rapport au reste du vivant. Et si c'est quelque chose qu'on peut décider que c'est pas grave, ou alors on peut décider collectivement que c'est important. Et il me semble important de savoir pourquoi on dit que c'est important ou qu'il faudrait renouer du lien. Et ça, c'est en fonction des objectifs qu'on se pose. Donc on peut se poser en tant que société des objectifs assez diversifiés. On peut décider qu'on veut protéger cette nature ou cette biodiversité. Et je dis biodiversité en tout état de cause en parlant scientifique. Parce qu'elle a disparu et qu'elle est en crise, et que c'est à cause des activités humaines. On peut aussi décider qu'on a envie de protéger notre lien social entre humains et qu'on a besoin de la nature pour ça. On peut aussi décider que plein d'autres choses, mais c'est en fonction des objectifs qu'on se pose qu'à ce moment-là, on peut construire ensemble des futurs collectifs. Alors là, vous avez dit que vous n'aimiez pas le mot perdre, donc la perte. En même temps, Anne-Caroline Prévost, on cite aussi, et vous le citez dans le livre, le psychologue américain, donc Peter Kahn, qui parle d'amnésie environnementale générationnelle. L'amnésie, c'est la perte de la mémoire aussi. Est-ce qu'on peut quand même pas parler de perte, même si ce mot est négatif, mais justement pour reprendre du positif et voir comment on fait autrement, mais parce que c'est aussi une façon de questionner le bagage familial, les expériences vécues dans l'enfance. C'est une perte parce qu'il n'y a plus peut-être ces expériences-là telles qu'elles existaient auparavant avec cette civilisation ultra-urbanisée. Jean Chamel, je crois que vous vouliez réagir, non ? Oui, c'est peut-être un questionnement assez personnel, mais je me demande aussi si dans cet éloignement, cette déconnexion de la nature, n'intervient pas aussi la manière de l'appréhender, la manière scientifique et peut-être aussi très visuelle, très théorique. Et n'a-t-on pas perdu quelque part l'expérience et le contact direct qui permet de vraiment avoir une relation? Et ce qui explique peut-être le fait que nous parlons de nature et que d'autres sociétés, notamment de chasseurs-cueilleurs, n'ont pas ce concept, n'ont pas ce mot, parce qu'il n'y a pas cette distance. Ils font corps avec la nature, mais ils n'ont pas besoin de la verbaliser, c'est ce que vous dites? Oui, si on peut dire. Marc Giraud, vous voulez réagir? Non, mais on est d'accord là-dessus. Par le mot biodiversité, on est tout à fait d'accord. Oui, il faut se réimmerger absolument, et surtout, notamment les enfants, ça c'est très très important. Je dis toujours, foutez les enfants dehors. Ils ont besoin d'une expérience sensorielle. Aller dans la nature, c'est aussi l'éveil de tous les sens. C'est un contact avec un univers en 3D parce que on parle de l'urbanisation, il y a aussi la technologisation. Ils sont sans arrêt devant des écrans, ils n'ont plus d'expérience de leur corps, ils prennent plus de risques. Patauger dans un ruisseau, grimper dans un arbre, toutes ces choses-là, ils les ont plus. Même à la campagne, moi j'habite à la campagne, je vois que les mômes, ils sont comme ça, quoi. Ils sont déconnectés. Donc c'est très important parce que c'est des choses qui marquent. Vous faites une sortie nature, vous passez une nuit à la Belle Étoile, vous faites un feu de camp, c'est des choses qui sont profondément, qui vous touchent viscéralement depuis la préhistoire. On est fasciné par le feu, par exemple. Maintenant, les feux de cheminée, ils sont électroniques, mais c'est diabolique. Si on pense à tout ça, c'est diabolique, à quel point on a perdu le fil, justement. Parce qu'on fait partie de la nature, qu'on le veut ou non. Il y a un syndrome du manque de nature, d'ailleurs. Les urbains, les ultra-urbains ne pensent pas forcément que la nature leur manque, mais ils sont quand même stressés. Il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie. Donc là, vous mettez le doigt sur justement pourquoi ce besoin, pourquoi renouer, au-delà du fait qu'on a perdu le lien, mais on a perdu le lien et on a aussi perdu les bienfaits qui vont avec la nature. Alors les bienfaits. Il y a le temps, il y a le rythme de la nature. Regardez voler les mouches. C'est vraiment, c'est instructif, mais vivez au rythme de ce qui vous entoure. C'est important de baisser le tempo, parce que dans les villes, on est quand même très stressé. Je vois souvent dans le métro, quand des gens viennent de la campagne à la gare, ils se disent « mais les Parisiens, ils sont fous, quoi ». On est au métro près, on est toujours stressé par le temps, et dans la nature, on reprend son temps. Moi, quand j'observe les oiseaux, c'est aussi une thérapie.
C'est pas seulement regarder les oiseaux, c'est pas forcément seulement scientifique ou juste pour voir une espèce ou l'observer. C'est aussi, moi, il y en a qui pêchent, qui font du yoga, qui font plein de choses. Mais reprendre un rythme naturel, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup, oui. Anne-Caroline Prévost, les bienfaits de la nature sur les humains contre le stress, contre les tensions psychologiques. Il y a des études, d'ailleurs, médicales, scientifiques, qui montrent ces liens entre proximité et, avec la nature et le bonheur. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'effectivement, il y a des études aussi en psychologie qui expliquent bien le lien entre, pour certaines personnes, entre le fait d'être dans un espace naturel et le fait d'aller mieux, soit de se déstresser avec tous les indicateurs physiologiques du stress qui diminuent, ou alors de restaurer son attention ou de restaurer son mental. Donc ça, c'est évidemment, on peut pas nier ces bienfaits-là. Et heureusement qu'on a ces espaces-là pour se ressourcer. Ce que je voudrais dire là, c'est que tout le monde ne ressent pas ça. Et il faudrait pas, parce qu'on sait que ça existe, en faire une espèce de mantra et de chemin unique à suivre en disant c'est que comme ça qu'on va aller bien, aller dans la nature, tout le monde va aller bien. D'abord parce que c'est pas vrai pour tout le monde. Ensuite parce que ça dépend de quel type de nature, de quel type de gens, de quel type de groupe social on vient. Et puis si ce jour-là, on a envie d'y aller ou on n'a pas envie d'y aller, tout simplement. Et puis aussi parce que, justement, en termes d'objectifs, certaines personnes qui veulent conserver la biodiversité ou la nature pourraient dire que si tout le monde se met à aller dans la nature, ça ne va pas le faire. Donc ça fait partie des enjeux, en tout cas, un peu complexes et qu'il faut arriver à gérer tous ensemble. La nature, elle ne fait pas du bien uniquement psychologiquement. On est une espèce animale et on en a besoin juste pour manger. Donc, je pense qu'il faut aussi le replacer. Et donc, on a besoin, on est complètement dépendant des autres espèces animales et végétales pour notre survie, pour notre vie et pour nos conditions de vie actuelles. C'est tout ce que l'IBES, que l'ONU, etc. ont appelé les services écosystémiques ou les contributions de la nature aux humains, qui peuvent être positives, négatives, qu'on co-construit avec elles. Après, vous parliez quand même de ces bienfaits, je vais dire mentaux, physiques. Il y a quand même ce besoin de santé mentale et physique, et des expériences ont été faites sur des malades, même à l'hôpital, avec l'expérience, par exemple, de placer des malades avec des fenêtres vues sur la nature, et puis d'autres avec vues sur toute autre chose, et visiblement, la guérison était plus rapide. Donc aujourd'hui, on se rend compte quand même que même sur le plan médical et scientifique, il y a un lien, une connexion sur du mieux-être dès qu'on est au contact de la nature. Oui, tout à fait. C'est complètement physiologique aussi. Il n'y a pas que juste le mental. Puis le mental et le physiologique sont un peu reliés. Mais oui, tout à fait. Il y a énormément de propositions. En tout cas, ça, pour beaucoup de personnes, être en contact de la nature, se promener dans son jardin, faire de son potager. Il y a des jardins thérapeutiques qui existent de plus en plus. Ça fait du bien et ça fait du bien mentalement, mais physiquement aussi. C'est préventif contre plein de maladies, etc. Donc oui, évidemment. Marc Giraud, dans certains de vos livres, vous nous parlez de ces propositions aussi qui émanent de nos sociétés ultra-urbaines, ultra-cérébrales. Mais on voit bien que la baladothérapie, la sylvothérapie, enfin, tout ça, ça émerge de plus en plus, et bien d'autres propositions. Parce que, visiblement, alors il y a un besoin, peut-être pour certains, mais un besoin qui a l'air de gagner, ne serait-ce que la période pandémique que l'on vient de passer, les enfermements connus aussi, et ce tout d'un coup besoin de nature qui a été beaucoup plus visible, en tout cas plus exprimé. Bah oui, on était en cage, donc au passage on a vécu ce que vivent les animaux dans les eaux, et ça nous a éveillés aussi, puisqu'il y avait le silence des voitures, on a entendu le chant des oiseaux. Alors qu'ils étaient là, on a découvert des choses qui étaient... on a un petit peu enfoncé des portes ouvertes parce que ces animaux étaient tous là. Alors il y en a qui ont eu un peu moins peur de nous parce qu'on était moins présents, mais ils étaient là. Les oiseaux, on les entend. Moi, je les entends tout le temps. Là, on entend plein ici. Donc en fait, c'était une révélation de quelque chose qui existe déjà. Mais il y a aussi les animaux, c'est très important les animaux, parce que dans une ville, la part de sauvage et de liberté, pour moi la nature c'est aussi très synonyme de liberté. Les animaux, même domestiques, sont notre part de sauvage, de spontané, de liberté. Quand vous êtes en pleine ville et que vous avez un chat ou un chien, vous avez quand même un être vivant, différent, et
qui est aussi un docteur à quatre pattes d'ailleurs, hein, parce qu'il y a la zoothérapie. Hein. Des animaux nous font beaucoup de bien. Vous savez que par exemple, le terme bichonné, ça vient d'un petit chien qui s'appelle le bichon, qui était déjà un favori du temps des Égyptiens, puis des Romains, etc., et de François Ier. Parce que caresser un animal, par exemple, c'est quelque chose, c'est une expérience qu'on n'a plus, parce que le toucher, pour parler des sens toujours, parce que les sens c'est vraiment important, le toucher, en dehors de quelques personnes intimes du médecin ou du coiffeur, on ne se touche pas dans le métro. Si vous faites ça, quelqu'un, il va retirer comme si vous lui avez fait mal. D'ailleurs, des fois, je dis, mais je vous ai fait mal. Alors, quand on a un animal, on le caresse, et ça fait du bien à l'animal autant qu'à nous. Il y a vraiment un échange de bienfaits, parce que la caresse, c'est quelque chose qui participe de la construction de la personnalité. Ça va assez loin, c'est Boris Cyrulnik qui dit ça. Donc je dérive sur les animaux parce que c'est un peu mon truc. Il y a eu un travail fait aussi très avec important, les hein. chevaux, hein, je crois, dans des hôpitaux ou dans des Et institutions. les chevaux, ah oui, mais il y a des choses fantastiques qui se passent avec les chevaux. Alors, comme j'en ai eu, je connais bien, le cheval, c'est vraiment un révélateur de votre état. Mais c'est presque instantané. Vous avez des gens qui s'énervent, qui sont à cheval. Les chevaux s'énervent, ils se calment, le cheval se calme. Parce que ce sont des animaux qui sont en même temps des proies et des animaux grégaires. Et ils sentent, par exemple, vos pulsations cardiaques à 20 mètres. Ce qui fait qu'instantanément, s'il y en a un qui a peur, ils ont tous peur. Et si vous êtes stressé, ils le sentent tout de suite. Il y a des stages, par exemple, on fait ça avec des chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise qui fait un peu macho, là, qui arrive, genre je vais y arriver, il n'obtiendra rien de son cheval. Alors que quelqu'un qui n'attend rien, il va obtenir parce qu'il va être calme. Et vraiment, bon, c'est un animal assez magique pour ça, pour la zoothérapie, le cheval. Il y en a un qui s'appelle Peyo, qui va dans les EHPAD. Alors lui, il est exceptionnel. Mais c'est lui qui a choisi ce métier parce que c'est un étalon très difficile à monter, insupportable. Et il a décidé un jour de devenir un médecin, mais vraiment. Hein. Il va dans les ascenseurs, il s'empêche de faire son crottin, ce qui est un truc chez les chevaux, ça n'existe pas. Et il choisit ses patients. Et la première fois qu'on l'a emporté, il a choisi quelqu'un, il lui a enlevé sa perruque parce que c'était quelqu'un qui était sous chimio. Il a deviné, et c'est des choses qu'on connaît chez les chiens, mais pas chez les chevaux. Et ce Peyo, ça s'appelle les sabots du cœur, l'association dont il s'occupe. C'est exceptionnel. Il se passe vraiment des choses exceptionnelles avec les animaux. Et effectivement, quand on parle de liens perdus, là on retrouve le lien avec ces animaux-là. Parce qu'il se passe vraiment des choses qui sont, alors au-delà du scientifiquement quantifiable, on est dans le domaine de l'intuition, de domaine qui pourrait paraître un petit peu fumeux, mais n'empêche qu'on constate des choses. Et ce qui serait rationnel, ce qui ne serait pas rationnel, c'est de ne pas les étudier. Il se passe vraiment des choses entre les animaux et nous, et entre la nature et nous, évidemment. Jean Chamel. Oui, moi, dans mes recherches, je me suis aussi intéressé à ces relations avec des autres qu'humains, mais pas des animaux, en fait. Et il se passe aussi des choses, notamment dans l'écopsychologie, où il y a des stages d'écopsychologie qui sont organisés, qui visent à se reconnecter avec cette nature. Et on peut vous proposer, par exemple, de faire des conversations sauvages, c'est-à-dire vous êtes abandonné à vous-même pendant peut-être 1 heure, 2 heures, le temps que vous voulez. Et puis, vous allez essayer, vous allez entamer une conversation avec un être naturel qui est a priori pas animal, ça peut être un animal, mais ça peut aussi bien être un arbre, une mousse, un rocher. Et puis vous vous retrouvez face à face. J'ai fait l'expérience dans mes recherches et c'est assez surprenant parce qu'il n'y a pas la parole. Et puis la première fois que j'avais fait cette expérience-là, justement, on essaye de faire un dialogue et de parler et puis de donner la voix, mais ça marche pas. Et puis la deuxième fois où je l'ai fait, toujours dans le cadre d'une recherche, là on essaye plutôt d'être présent à cet être et juste là. Et finalement on se retrouve à essayer d'aller au-delà du visible, au-delà du sensible, ou être justement dans le sensible, mais pas dans un sensible qu'on cherche comment dire, à rationaliser. Voilà, il se passe des choses intéressantes qu'on peut observer. Donc ça veut dire qu'on en est aujourd'hui à apprendre à nous reconnecter là où d'autres populations autochtones n'ont pas rompu ce lien finalement. Vous travaillez aussi sur différents cadres, différents territoires, et il y a des cérémonies autochtones, il y a l'animisme, la spiritualité, dont nous devrions nous inspirer. Oui, tout à fait, je travaille là-dessus. Et je m'intéresse aux gens qui justement veulent se reconnecter avec ces êtres non humains et qui veulent s'inspirer donc des peuples autochtones, qui invitent d'ailleurs des représentants de ces peuples autochtones
dans des événements. Notamment, je me suis intéressé au mouvement qui veut donner des droits à la nature. Donc, attribuer une personnalité juridique à une entité non humaine, comme une rivière, une montagne, une forêt, un glacier, pour que, ayant une personnalité juridique et donc des droits, elle puisse être mieux défendue. Mais par-delà la question de la personnalité juridique, il y a la question de la personnalité tout court. Et c'est là qu'on en arrive à la question de l'animisme, puisque l'animisme, il y a tout un débat, hein, je ne rentre pas là-dedans, c'est un peu compliqué. Mais il y a cette idée d'attribuer une personnalité à cet être qui n'est. Alors c'est assez facile avec des animaux, on le fait, mais on le fait aussi avec des êtres inanimés. On le fait. Moi, je navigue, j'ai un petit bateau. C'est aussi un être qui a une certaine personnalité quelque part. Bref, revenons à nos moutons. Donc j'observe ces cérémonies-là et comment ces personnes occidentales modernes, on va dire, observent et cherchent à s'inspirer des peuples autochtones. J'ai observé notamment toute une série de cérémonies de l'eau où on va chercher à se reconnecter à l'eau ou à faire en sorte que l'eau soit présente comme partenaire dans la salle dans laquelle on discute de donner des droits à une rivière ou à un lac. Voilà, ça donne lieu à des choses assez intéressantes où on voit, il y a tout un processus d'innovation rituelle où on voit que les personnes viennent à la fois imiter les représentants des peuples autochtones, mais vont aussi puiser dans leur registre de sens, c'est-à-dire on voit des choses qui ressemblent beaucoup à une communion catholique, par exemple. Et tout ça pour dire que, in fine, voilà, il y a cette quête, cette recherche d'inspiration, mais ça marche plus ou moins, ça marche même peut-être plus moins que plus. Pourquoi ? Parce que, comme on le disait tout à l'heure avec Anne-Caroline, cette manière d'être en lien avec la nature ou le non-humain, c'est quelque chose que nous et nos ancêtres ont développé au cours des siècles et des millénaires passés, et on ne bouscule pas ça si facilement. C'est des choses profondes ancrées. Ce ne sont pas si faciles que ça à chambouler. Alors Marc Giraud voulait réagir, et après Anne-Caroline peut-être. Oui. Juste pour dire que les hauts lieux de nature, les plus forts, les cascades, les grottes, etc., sont aussi des hauts lieux de spiritualité et de religion. Lourdes, c'est une grotte, enfin on pourrait multiplier les exemples dans le monde entier. Quand la nature est forte, il y a quelque chose de spirituel qui est éveillé par ça. Et là, le lien, il est beaucoup plus facile, quoi. Anne-Caroline Prévost, Jean Chamel a parlé de donner des droits à la nature, de faire émerger une personnalisation et une personnalité juridique. Est-ce que c'est là une autre voie pour sensibiliser aux bienfaits de la nature pour les humains ? Bon, c'est pas trop votre voie à vous. Piège, ça. Je vais rebondir. L'écocide, non mais c'est pour ça, oui. Est-ce que c'est une des voies qui permet de parler de la nature et des non-humains à nos sociétés humaines occidentales. Et donc pourquoi pas, évidemment, et pourquoi pas en parler. Après, évidemment, c'est pas mon sujet, donc je vais pas développer là-dessus, mais ça me permet de rebondir en disant que il me paraît très important, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, de donner des opportunités très diversifiées et de faire plein de choses différentes qui permettraient à chacun et à chacune d'entre nous, individuellement et collectivement, de pouvoir entrer en expérience avec la nature ou de retrouver du lien avec elle ou de la remettre dans nos vies et de la remettre dans nos façons de voir le monde et dans ce qu'on imagine être quelque chose de bien. Et donc ces opportunités, pourquoi diversifier les opportunités ? Parce qu'on est tous diversifiés. On est tous des individus différents, on a des groupes sociaux différents, on a des socles culturels différents, etc. Et pour ça, il est de la responsabilité des pouvoirs publics et des autorités de ne pas juste dire « allez-y, c'est facile », mais de construire des endroits et des réglementations et des libertés possibles pour que chacun et chacune, dans son espace de vie, puisse pouvoir aller dans un espace de nature de proximité, se sentent le droit de le faire, moral, social, etc. Et puis puissent en profiter, puissent prendre le temps, on a reprendre ce que disait Marc tout à l'heure, donc prendre le temps de le faire, etc. Donc offrir une égalité, parce qu'aujourd'hui il y a une inégalité de contact avec la nature, on peut le dire. Alors je dirais plutôt qu'offrir de l'équité plutôt que de l'égalité, parce que justement, peut-être quelquefois il faut faire des choses différentes vis-à-vis de personnes différentes, parce qu'ils ont besoin de choses différentes. Alors justement, ce sera le point suivant que l'on peut aborder, c'est comment renouer ce dialogue et une plus forte intimité avec la nature, avec cette question d'équité aussi. Donc,
que mettre en place? Alors, d'abord peut-être au niveau des citoyens, et avant de passer à un niveau supérieur, quelles expériences de nature devrions-nous mettre en place? Qui? Allez, Marc Giraud, allez-y. Alors, je répéterai de foutre les enfants dehors. C'est vraiment pour moi le point crucial, parce que quand on voit des gens intelligents, brillants, comme la plupart des politiques, des journalistes, de plein de gens qui ont vraiment qui sont des influenceurs, et qui sont souvent des cancres en écologie. Pas vous, évidemment, Merci. mais on le constate, Oui, oui. vous comme moi, hein. Mais vraiment, qui disent des bêtises, qui sont tellement loin, qui sont tellement anthropocentrés dans des histoires où il n'y a que le politique et l'économique. Et dès qu'on parle de la nature, c'est pour les petits-enfants, c'est ridicule. Et ils n'ont pas cette culture. Pourtant, ils sont intelligents. Des fois, je me dis, mais quand même, c'est des gens brillants, ils ont fait des études, je ne pourrais pas en suivre une semaine, ils en ont fait des années. Parce que justement, ce n'est pas enseigné aussi, et non seulement dans les écoles de journalisme, mais même dans d'autres écoles, et qu'il y a aujourd'hui cette demande, et que cette demande, elle arrive beaucoup plus de ces jeunes générations, de cette génération qu'on appelle la génération climat, mais qui est demandeuse de bénéficier de suffisamment d'éléments. C'est ça qui est rassurant. Mais de faire de nouvelles générations qui savent ce que c'est que la nature et qui aillent dans la nature. Les sorties nature, pour tout le monde, dans tous les milieux, il faut vraiment, c'est un truc qui devrait se faire, mais plusieurs fois par an. Pour tous les enfants, c'est vraiment des choses qui sont uniques pour eux. Moi, j'ai fait souvent des sorties nature avec des gamins et des gamines, mais qui se révélaient, qui étaient considérés comme des cancres par leurs enseignants, parce que ça ne les intéressait pas, et qui se révélaient, mais curieux, intelligents, ils avaient besoin de ça. Et ça les a bouleversés, parce que c'est des expériences qu'ils n'avaient pas. Donc vraiment, emmener toutes les jeunes générations dans la nature permettrait de stopper cette espèce d'extinction de l'expérience, justement, à laquelle on constate, où les gens n'utilisent même plus le mot nature, ne savent pas reconnaître les papillons les plus communs, enfin, ils sont complètement, ils sont à côté, quoi. Et réveiller les sens, parce qu'il n'y a pas que la vue, en fait. Il y a aussi l'odorat, c'est tous les sens, Et le l'ouïe toucher. pour les chants d'oiseaux. Oui. La vue est importante parce que ce qui prouve qu'on vient de la nature, que c'est nos sources, c'est que la rétine est plus sensible à la gamme des verts. C'est vraiment la verdure qui nous touche le plus. Et il y a l'odorat, évidemment, quand il pleut, qu'on sent la mousse, tout ça, c'est des choses qu'on ne fait pas sur un ordinateur. Et le chant des oiseaux, c'est aussi très important. C'est une autre musique que la musique. Anne-Caroline Prévost, remettre les imaginaires aussi dans les apprentissages collectifs de la nature, parce que c'est de l'émotion, des sensations. Il y a tout cet imaginaire qui peut aussi jouer un rôle et éviter que les mondes soient séparés. Oui, oui, tout à fait. Évidemment, la connaissance est importante, la connaissance naturaliste c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et heureusement qu'on est tous d'accord avec ça. Et du coup, les imaginaires, il me semble vraiment très important aussi pour éviter peut-être que nos politiques n'oublient de penser à la nature. Peut-être que c'est parce que c'est pas dans leur imaginaire collectif, et c'est plus dans notre imaginaire collectif. C'est plus de ce qu'on imagine faire sens pour une société. Et du coup, pour remettre la nature dans cet imaginaire collectif, il y a certes c'est évident que Marc l'a dit d'y aller, d'entrer en expérience avec elle, de s'y coltiner, d'être ému avec, d'être triste, joyeux, de quelquefois pas avoir envie d'y aller, d'avoir peur, d'avoir froid, mais c'est pas grave. Hein. Et puis de devenir attentif et de retrouver le temps et l'opportunité d'être attentif à ce qui nous entoure, attentif aux relations qu'il y a entre les êtres vivants, entre nous et les autres vivants, mais aussi entre les êtres vivants entre eux. Être attentif aussi à nos propres émotions, à nos propres perceptions, être attentif à l'autre humain qui est avec nous, être attentif aux enfants, aux adultes, aux grands-parents, etc. Et puis, on peut aussi imaginer ce que ça pourrait être d'autres futurs collectifs entre humains avec d'autres relations aux non-humains. Et ça, il y a énormément de choses. C'est un champ des possibles absolument incroyable. Il y a des artistes qui sont là pour ça, ils le font, mais on peut aussi nous le faire et on peut aussi collectivement jouer, inventer des trucs, se partager nos idées, en discuter, voir si c'est possible, pas possible, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à remettre, notamment comme ça qu'on arrivera à remettre la nature dans nos imaginaires collectifs pour le futur. Jean Chamel, avant de partir sur le thème des pouvoirs publics, là c'est autre chose? J'abonde avec ce qui vient d'être dit. Et c'est un processus qui est déjà en train d'être engagé. En tout cas, peut-être ça balbutie, mais ça émerge peut-être. Je le vois sur
mes recherches les plus récentes sur la haute montagne, comment la montagne se transforme et comment cette transformation affecte le milieu, les personnes qui vivent là-haut, qui passent du temps là-haut. Et là encore, on voit des tentatives. Par exemple, en Suisse, récemment, il y a eu des cérémonies d'hommage à des glaciers disparus qui ont été organisées, comme des espèces de funérailles. Ça s'est aussi produit en Islande, aux États-Unis. Et c'est encore une manière, voilà, je parlais de personnalité juridique tout à l'heure, c'est encore une manière de personnaliser ces morceaux de montagne, ces glaciers. Et c'est encore une fois une manière de les voir différemment, d'avoir une autre attention, de construire une autre relation, un autre rapport avec eux, avec ces espaces et ces lieux et ces êtres de la Terre. Et c'est ça qui peut rendre possible un dépassement de notre anthropocentrisme, de l'instrumentalisation de la nature, de ce qu'on appelle la nature. Et voilà, on peut garder l'espoir que c'est en train d'émerger, mais à côté de ça, on voit aussi comme le milieu se transforme extrêmement vite. Y a... L'éco-anxiété, la collapsologie, le fait de regarder la nature et de se dire que tout va mal, quoi. Voilà, il y a un philosophe australien qui a forgé un terme, c'est la solastalgie. Voilà, Baptiste Morisot a trouvé une jolie expression pour la définir, c'est, je crois, je le cite de tête, le mal du pays sans exil. C'est le fait de voir son environnement plutôt naturel, mais pas forcément naturel, son environnement transformé, détruit, en restant sur place, et ne plus se sentir à sa place, ne plus s'y retrouver, ce qui peut créer donc d'autres troubles et un mal profond. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on parle avec les personnes qui se situent justement dans ces milieux qui évoluent très vite, pour ça la haute montagne est très intéressante, parce que la haute montagne, c'est là où les conséquences du réchauffement climatique sont les plus immédiates, les plus extrêmes, les plus fortes, les plus violentes. Bouleverse le quotidien des citoyens qui vivent là. Voilà, et on voit comme quoi les gens finalement restent... il y a peut-être une phase un peu d'éco-anxiété, de solastalgie au début, mais très vite, les gens reprennent le dessus et ils vont voir les aspects positifs, ils vont voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce milieu qui se transforme et qui est toujours là. Et voilà, les glaciers s'en vont, mais c'est passionnant pour les écologues parce qu'il y a une multitude de formes de vie qui se développent à l'endroit où il y avait les glaciers, par exemple. Alors l'action des citoyens, c'est une chose, mais tout le monde n'a pas la possibilité ou pratique de se reconnecter facilement à la nature, d'où l'intérêt de porter notre regard sur le rôle des pouvoirs publics. Ça sous-entend donc d'agir sur le territoire, aussi concevoir la ville autrement peut-être, les dimensions, relocalisation, quelle gouvernance de nos villes, c'est une question qu'il faut poser aussi si on veut se reconnecter à la nature. Marc Giroux ? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire, nous, ici, ce soir, pour contraindre les politiques à changer de mentalité et à s'ouvrir à ça. Ça, je ne sais pas. Il y a des petites choses bien qui se font. Moi, je vois à Paris les grilles d'arbres qui ont sauté pour faire des jardins, mais il y a des gens qui trouvent ça sale. Et à nouveau, je pense que la mairie, sous pression, va enlever certains de ces jardins s'ils sont mal entretenus et remettre les grilles. Donc il y a quand même du boulot. C'est d'abord dans nos mentalités que la nature doit exister, parce que sinon on ne va pas y arriver. Anne-Caroline Prévost, je crois que vous avez été sollicitée par des municipalités ou même des départements. Le département de Seine-Saint-Denis, vous avez travaillé, fait des études pour eux, alors notamment je crois sur le pigeon, et puis réfléchir aussi aux non-relations des habitants avec la nature. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les citadins, en Seine-Saint-Denis mais ailleurs aussi, ont beaucoup de relations avec la nature. Mais même eux, ils ne s'en rendent pas compte. Parce que quand on leur dit « vous pourriez nous parler de relations avec la nature », c'était la question qu'une de mes étudiantes, il y a très longtemps, en anthropologie, posait aux habitants de la Seine-Saint-Denis qu'elle rencontrait. Beaucoup d'entre eux disaient « je ne peux pas vous répondre parce que j'en ai pas de relation à la nature ». Donc Harmonie Piron, cette étudiante, était un petit peu... continuer à parler avec eux, puis continuer à discuter avec eux. Ah bon, vous n'avez pas nanana. Puis finalement, si, ils avaient des relations, mais ce n'étaient pas les relations que les politiques ou que les sachants voulaient qu'ils aient. Ou en tout cas, ce n'étaient pas les relations que eux pensaient qu'on voulait qu'ils aient. Voilà. Ça devient compliqué. Donc en gros, ils ne connaissaient pas les espèces d'arbres et d'animaux qui étaient autour d'eux, mais... Ils allaient régulièrement dans des espaces de nature autour de chez eux pour aller promener leurs chiens, se faire des pique-niques ou faire du jogging. Certains avaient planté des potagers sur leur balcon ou sur leur terrasse et puis avec des plantes qui venaient potentiellement d'autres pays
d'où venaient leurs parents. D'autres avaient, une personne n'aimait pas du tout la nature, mais elle avait un bouquet de fleurs chez elle et qui était vraiment dont elle prenait grand soin parce que c'était sa fille qui lui avait donné et que c'était important pour cette personne d'avoir un lien avec sa fille. Donc en fait, on a des relations avec la nature qui sont extrêmement diversifiées. Et il est de la responsabilité des pouvoirs publics de faire en sorte que toutes ces relations à la nature et ces expériences de nature puissent être vécues, privilégiées, reconnues, qu'on ait le temps de le faire. Et donc je reprends sur le thème de l'accélération aussi. On est dans des sociétés où il faut toujours aller plus vite pour faire plus et pour gagner plus d'argent. Et on peut aussi, il est de notre responsabilité collective de potentiellement se trouver d'autres objectifs. Ce que l'IBES, pour revenir à lui, propose comme des nouveaux systèmes de valeurs. À partir du moment où on aura d'autres objectifs communs, à ce moment-là, on pourra changer nos façons de nous comporter. Oui, Marc Giraud. Moi, je constate souvent qu'il y a une timidité vis-à-vis presque des complexes vis-à-vis de la nature. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il faut connaître les chants des oiseaux, les reconnaître, connaître les noms latins et tout ça, mais il n'y a pas besoin d'être agrégé d'histoire de l'art pour aller visiter le Louvre et apprécier les tableaux. Donc, mais vraiment, il y a des gens qui disent « Ah bah moi, j'y connais rien », et pour eux, la nature, c'est le plein air, mais pas plus. Alors qu'on peut être en phase avec la nature sans nommer. Alors c'est un plaisir de naturaliste de nommer les choses. Moi je suis très content de reconnaître que là-bas il y avait une maison charbonnière, tout ça, mais qu'importe, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment, c'est pas réservé, c'est ouvert à tous. Et c'est important de le dire parce qu'il y a vraiment des gens que ça intimide. Donc, passer ou repasser un contrat naturel avec le vivant, hein, pour reprendre la formule de Michel Serres, qui appelait à ne plus regarder la nature comme une chose inerte. Je vous propose de regarder du côté du public, justement. On va vous laisser la parole et la possibilité de poser des questions à nos invités. Alors, il y a... Ah oui, Jean, allez-y. Juste un petit mot où je réfléchis. Le temps que les micros se mettent en place, allez-y. Petite réflexion personnelle en vous écoutant, c'est quand même malheureux de parler de déconnexion et de reconnexion à la nature dans une salle qui est enterrée, où il n'y a pas de la lumière est artificielle. Et on est dans une configuration aussi où on est les sachants qui parlent au public. On demandera aux responsables du muséum la prochaine fois de nous mettre des plantes. Alors c'est vrai qu'on les a sur les écrans, mais là Marc Giraud dira arrêtez avec vos tablettes et on essaiera de retrouver du vivant à vous proposer. Mais c'est une remarque que l'on retient. Alors voilà, est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos invités? N'hésitez pas. Oui. Merci à tous d'être là d'abord pour nous réveiller, nous éveiller. Simplement, quand on est trop vieux, qu'on ne peut pas passer sa fin de vie dans un arbre, j'aimerais beaucoup. Je me souviens simplement que, et je relis avec plaisir ces jours-ci, je l'ai retrouvé tout à fait par hasard. Et ça, c'est peut-être pas par hasard vraiment. Et tous les livres tout simples de notre enfance de James Oliver Curwood, que je trouve absolument splendide, où vraiment une histoire de grizzly, bien sûr, c'était d'autres espaces, mais j'ai lu ça juste après la guerre dans un figuier chez mon grand-père. J'étais là-bas et j'ai gardé une espèce de rutilance, je ne sais pas comment on peut dire, et d'attirance qui ne m'a jamais quittée, je crois, voilà. C'est simplement ça, mais je pense que tous les enfants du monde, si l'adulte au départ les arrête ou une certaine forme de voisinage enfantin peut les arrêter sur un détail, sur un oiseau, sur une bête, sur la terre, sur un arbre, sur la verticalité. Je trouve qu'on n'en parle pas assez des arbres. Vraiment, c'est quelque chose pour moi d'absolument merveilleux qui nous fait les embrasser et qui nous fait prendre de la hauteur. Je trouve ça formidable. Voilà. Et je trouve que tous les enfants portent en eux une curiosité, c'est sûr. Je le sens peut-être parce que je suis restée un petit peu... Mais vraiment, je le sens, il y a espoir, encore et toujours. Merci.
Donc une relation toute naturelle dès l'enfance, et c'est vrai que les enfants ont cette spontanéité, ils vont se cacher dans les arbres, ils vont aller à la rencontre de la nature sans chercher à penser autrement que de se projeter naturellement. Marc Giraud, je précise que les arbres, vous en parlez dans vos livres, et de cette relation, de ce besoin aussi de les toucher, d'être en contact physique et de les sentir. Et vous parlez aussi de la sève, et qu'il y a des moments où on peut même entendre la sève Au monter. printemps, on met un stéthoscope et les enfants, ils écoutent le glouglou des bouleaux et tout ça. Et c'est une révélation pour eux. Ils s'aperçoivent que c'est un être vivant parce que les végétaux, ils ont le gros problème, c'est qu'ils bougent beaucoup moins vite que nous. Et d'ailleurs, dans les docs de nature, on fait des accélérés, des timelapses pour faire s'ouvrir les fleurs, etc. Et là, on s'aperçoit que c'est des êtres vivants. Et on a une autre vision, justement, grâce à cela. Oui, Anne-Caroline Prévost. Oui, je voulais vous remercier d'avoir parlé des livres, parce que effectivement, c'est une autre façon d'entrer en contact avec la nature qui est vraiment fondamentale aussi pour beaucoup d'entre nous. Et c'est cette façon par procuration. On n'est pas obligé d'être dans la nature et au contact direct des êtres vivants pour être en expérience avec elles. Et pour certains et certaines d'entre nous, ce sera des expériences très fortes avec des expositions, avec des documentaires, avec des livres de fiction, avec des films. Et tout ça, c'est vraiment très très important aussi pour, de mon point de vue, remettre la nature dans nos imaginaires collectifs. Jean Chamel, vous avez... J'ai sorti un livre de mon sac que je lisais dans le train ce matin. Pensez comme un iceberg de Olivier Rémaud, c'est très très bien. Et il y a aussi des je crois pas qu'il en parle, mais on fait aussi des timelapses avec les glaciers pour voir le mouvement des glaciers et comment le glacier vit, en fait. Un livre tout récent paru chez Actes Sud, de mémoire, ça doit être ça. C'est à 2020. Exactement. D'autres questions peut-être? Ou des partages d'expériences, des ressentis. N'hésitez pas, hein, on est aussi là pour partager tout ce que vous pouvez avoir vécu. Oui, bonjour. Alors, j'avais la chance, quand j'étais petite, d'aller chez mes grands-parents à la campagne, qui avaient une ferme. Et j'ai toujours voulu, quand j'étais petite, travailler avec les animaux, etc., la nature. Et en fait, je me suis aperçue que quand je suis allée aux États-Unis pour travailler, c'était la côte ouest, à San Francisco, et puis il y avait plein de choses à voir dans les environs. Je me suis aperçue que c'était drôlement sauvage, et que la France, à côté, j'avais pas l'impression. J'avais pas du tout l'impression que c'était sauvage. Et j'ai eu des expériences assez particulières, parce que à un moment donné, il y a une espèce de biche qui est passée devant moi, mais très près. Et je sais que mon grand-père, je vivais à Londres quand j'étais enfant, et il y avait un pigeon qui se posait sur le bord de la fenêtre, par exemple. Des canards, une canne avec des petits qui traversaient la rue pour partir du parc vers un autre. Et lui, qui venait donc de cette ferme et qui chassait aussi, il n'en revenait pas. Il pouvait tendre le bras et toucher cet oiseau, pratiquement. Enfin voilà, je voulais dire qu'il y a des expériences différentes selon les pays. Et puis j'ai vécu aussi en Afrique subsaharienne quand j'étais enfant, et là aussi c'est encore d'autres expériences. Voilà, je pense que ce côté un peu sauvage de la nature, j'ai pas l'impression de bien le connaître en France par rapport à des espaces qu'on trouve aux États-Unis, sans parler des grands espaces, hein. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et cette nature, oui, elle est présente, mais c'est pas évident en fait en France. Voilà. Bien sûr, on peut la trouver, mais c'est moins évident. Anne-Caroline Prévost, alors après Marc Giraud, je vous donne la parole parce que là, il y a beaucoup à dire, mais ce sauvage, on le voit de plus en plus dans les villes d'ailleurs, il réintègre les villes plus massivement en France d'ailleurs, et on commence à voir plus facilement soit des renards ou d'autres, on en parle un peu plus largement, mais c'est vrai que peut-être qu'en France, on n'a pas cette culture par rapport à d'autres pays. Alors, je voudrais pas parler d'autres pays que je connais pas, mais dans l'histoire française, on a une histoire quand même de maltraitance, enfin pas ça y est, j'ai dit des mots qu'il fallait pas que je dise. On a une histoire particulière avec les animaux sauvages, et notamment, on n'en veut pas depuis vraiment très 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 longtemps. On n'en veut pas des animaux sauvages, et du coup, on les traite de nuisibles, on les empoisonne, on les chasse.
C'est pas qu'on n'en veut pas pour les chasser, mais on les chasse. Pour des questions de sécurité, c'est ça? C'est le principe? Pour le plaisir aussi, et bien pour des questions de sécurité. Et il se trouve que, enfin, je ne suis pas du tout spécialiste, mais plusieurs personnes m'ont dit que on pourrait mettre en relation la fuite ou la distance de fuite des animaux sauvages, enfin des animaux non domestiques, des mammifères non domestiques avec les humains. En France, on peut mettre ça en corrélation avec les comportements collectifs qu'on a vis-à-vis d'eux, quoi. Donc, même actuellement, à la campagne, où il se trouve que j'ai une maison, avoir un renard qui vient dans son jardin, ben, moi j'ai un renard qui vient dans mon jardin, mais surtout on ne dit pas à nos voisins, parce qu'on risquerait d'être mal, enfin ce serait mal vu. On a l'impression, nous, que ce serait mal vu par nos voisins. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Marc Giraud, alors je rappelle que donc vous êtes impliqué dans cette ASPAS, ASPAS, pour ceux qui s'intéressent aux animaux sauvages. C'est l'association pour la protection des animaux sauvages et qui notamment fait en sorte de racheter de très vastes domaines avec vraiment tout un système de le côté collecte participative, hein, c'est ça, pour vraiment financement participatif et pour racheter de grands domaines et ensuite les laisser totalement vivre. Est-ce qu'on peut parler de toute naturalité, mais en tout cas laisser le sauvage revenir dans ces espaces? Oui, oui, on en a besoin parce qu'en fait, en France, le lobby chasse est très fort et je voulais justement parler de la distance de fuite. J'ai été éco-guide en Amazonie, et en Amazonie, en Guyane, c'est pas du tout pareil, hein. Et chez nous, la distance de fuite des animaux est très grande. C'est quand même un pays, la France, où le mot canard a donné canarder. Donc ça donne une idée. Pays de gastronomie où on pense un peu avec l'estomac, c'est-à-dire que l'animal, ça se mange. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Donc nous, on lutte un petit peu contre tous ces lobbies qui font pression sur les parcs naturels, sur les réserves, où aujourd'hui on peut chasser, couper du bois et faire beaucoup de choses, alors que c'est censé être des espaces de protection. Donc il n'y a plus beaucoup de protection en France. Même une espèce protégée, elle ne l'est que quand elle ne dérange pas. On voit ce qui se passe avec le loup et avec d'autres animaux. Dès que ça dérange, c'est plus protégé. Donc c'est un petit peu théorique la protection. Donc nous, on s'est dit, il n'y a que les citoyens qui peuvent faire ce travail-là. Donc on achète, on fait acheter, on fait des collectes pour acheter des beaux bouts de nature qu'on laisse tranquilles, en libre naturalité. Et ça fait très peur, hein. Il y a immédiatement des gens qui nous disent les espèces vont pulluler, la végétation va envahir et tout ça. On ne se rend pas compte que la nature se débrouille très bien toute seule. Et une des choses qui montre à quel point on est coupé de la nature, c'est que des gens nous disent mais c'est de la nature sous cloche. Ça ne veut rien dire puisque la nature évolue. Sous cloche, ça sous-entend dans l'esprit de ceux qui le disent, c'est sans intervention humaine. Et ça, ils ne supportent pas. C'est ce que je disais de François Terrasson. Au début, la nature, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Et ils ne supportent pas qu'on ne touche à rien. Mais même les écologistes, même les protecteurs de la nature, il faut qu'ils nourrissent les oiseaux, il faut qu'ils fassent des nichoirs, il faut qu'ils fassent des pancartes avec ici, il y a des orchidées. François, il disait, mais moi, les orchidées, je me roule dedans, ce qui faisait graisser les cheveux de tout le monde, mais c'était une image, évidemment. Donc, on est vraiment coupé de cette nature, et nous, on protège la nature, on fait des espaces comme des espèces d'îlots qu'on voudrait relier les uns avec les autres, hein. On est très ambitieux, comme Francis Allais, qui voudrait faire une forêt primaire en Europe. On a des ambitions de reconquête. Dans le Vercors, en Bretagne, oui, alors oui, ce sont on d'énormes domaines, hein. Combien d'hectares? On a un peu plus de 2000, on a presque 3000 hectares aujourd'hui, puis on a d'autres projets, mais il faut des sous quand même, hein. Alors, en sachant que le public peut quand même déambuler dans ces lieux-là, Oui. à condition de ne toucher à rien, en fait. Voilà, on ne laisse pas de traces, c'est Oui. ça. L'humain. D'empreinte est humaine. ici, voilà. Reconnexion totale. Voilà, reconnaissance totale, ce qui ne veut pas dire qu'on est contre le fait de se nourrir, de manger des plantes, enfin bon. Mais c'est mal entendu. Il y a une manifestation de chasseurs et d'agriculteurs qui a été organisée sous nos locaux, avec l'autorisation du préfet d'ailleurs, c'est dire s'il nous aime bien. Et un sociologue a interviewé ces manifestants anti-réserve de l'ASPAS. Ils se sont aperçus qu'ils étaient complètement dans le fantasme, qu'ils pensaient qu'on faisait des réserves à loups, qu'on voulait leur ôter les terrains agricoles et tout ça. Et c'est totalement du fantasme. Laisser la nature tranquille, c'est quelque chose dans notre civilisation qui a du mal à passer. Et dans un jardin, laisser un petit peu de friche, c'est très bien. Et c'est bien aussi pour le mental, hein, parce qu'il y a notre nature intérieure et la nature extérieure qui doivent fonctionner de la même manière. Donc laisser un petit peu de liberté dans nos esprits, c'est très bien aussi.
Jean Chamel, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Je vais faire l'anthropologue de service Oui. pour dire que la question de nature sauvage est très problématique, au fait. Et on s'est rendu compte que des espaces comme les bassins amazoniens ou les grandes plaines américaines, qu'on appelle sauvages, la wilderness, etc., au fait, c'était des milieux qui avaient été anthropisés et qui étaient gérés, enfin, où les humains ont mis leur empreinte très fortement, et que les Européens, en arrivant, ne se sont pas rendus compte parce qu'on avait une autre manière de voir qu'est-ce qui est pour nous le domestique et le sauvage. Mais il y avait un équilibre. Il y avait un équilibre. Et là, aujourd'hui en France, il y a un tel déséquilibre qu'on fait un peu contrepoison avec nos réserves où on touche à rien. Oui, on est d'accord. Peut-être une autre question, oui, on me fait signe, allez-y. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. Alors, moi, j'ai relevé quelques petites choses. Du coup, vous n'avez pas parlé de la trame noire et de la trame bleue ou de la trame verte. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et que vous pensez que c'est quelque chose qui va pouvoir relier la nature entre elles? En fait, c'est complètement quelque chose de constitué par l'humain, en fait, et qui essaye de relier ces espaces naturels entre eux. Et là-dedans, je voulais aussi parler du fait que la nature, en fait, elle va complètement, comme vous dites, à contre-courant de la modernité qu'on est en train de vivre. Et que là-dedans, en fait, on n'a plus du tout un rapport à la terre et un rapport à notre environnement proche, parce qu'on a perdu aussi le côté d'être agriculteur, en fait, et de cultiver la terre. Moi, si je veux reparler aussi d'un souvenir, voilà, c'est surtout le rapport à aller chercher, aller ramener les patates dans le champ. Enfin, vous voyez, c'est comme ça que je me suis mise à m'intéresser aux dorifores. Enfin, voilà, quoi. C'est les premiers rapports, comme disait Madame, à l'enfance, qui m'ont marqué le plus, et c'est pour ça que maintenant je me retrouve à faire mon stage au muséum, quoi. Enfin, et voilà, et tout est lié en fait là-dedans. Et donc en fait, j'ai pas vraiment de questions là-dedans, mais je trouve que ce rapport à la terre, et comme vous dites, les jardins et tout ça, ça permet aux gens de aussi se réapproprier leur humanité, parce qu'on va pouvoir produire nos propres légumes et nos propres aliments. Et c'est quelque chose qui nous rattache en fait à la nature et en même temps on la domine. C'est ça qui est drôle en fait. C'est que en la connaissant, on va aussi la dominer et produire des choses avec. Et en même temps, en prendre soin. On peut en fait créer des autres choses avec la permaculture. Voilà, on connaît d'autres moyens maintenant. Enfin, mais en fait, ça a toujours existé, quoi. On l'appelle comme ça, mais c'est un nom qu'on a donné qui est hyper moderne. Donc voilà, si vous voulez rebondir sur la trame, les corridors ou autre chose que j'ai évoqué, vous êtes les bienvenus. Alors je pense que Anne-Caroline Prévost, hein, vous avez noté des choses, non? Vous vouliez peut-être réagir sur les trames déjà, ouais. Effectivement, oui, merci de parler des trams. Donc les trams, c'est une politique publique qui date de Grenelle de l'environnement, donc ça fait déjà quelques années, qui essayait de mettre dans les documents de planification territoriale, notamment les documents de planification urbaine, des espaces où on pourrait protéger ou en tout cas laisser la nature une place pour la nature. Donc avec les trams, c'est un espèce d'ensemble d'espaces de nature avec des corridors entre eux. Et plus que donc vous parliez de mettre les espaces de nature en lien les uns avec les autres, moi je pense tout à fait, mais je pense aussi que on va pas forcément. C'est aussi une façon pour les politiques publiques d'accepter que l'espace public soit partagé entre les humains et les non-humains. Et donc c'était une première opportunité vraiment intéressante en termes de politique publique. Donc on parle de trame verte quand on parle de végétaux, de trame bleue quand on parle de l'eau, de trame noire quand c'est des espaces qui sont non éclairés la nuit. Voilà.
Oui, en fait, ce que vous dites, c'est que c'est peut-être bien de les mettre en place, mais est-ce que la question n'est pas juste arrêtons de mettre trop de routes, trop d'asphalte, préservons les chemins, préservons tout simplement cette nature telle qu'elle est et évitons d'avoir toujours cette main mise et cette main prédatrice des hommes, parce que sinon on aura deux mondes, quoi. Marc Giraud? C'est un peu pour réparer les dégâts, parce que la trame qui existe aujourd'hui, c'est celle des routes, des autoroutes, qui séparent génétiquement les populations, qui font écraser les hérissons, les crapauds et bien d'autres. Et c'est un peu un remède. C'est pas une séparation. C'est comme nos réserves à l'espace. On fait ça en contrepoison. Donc il y a des corridors qui relient ces points. C'est très important parce qu'il y a vraiment notamment les grands mammifères qui sont complètement isolés génétiquement. On voit ça même avec le lynx. Dans les Vosges, on en a introduit une bonne vingtaine qui se sont reproduits. Aujourd'hui, ils ont tous disparu à cause du braconnage. En Allemagne, au contraire, les lynx sont réintroduits juste de l'autre côté de la France avec la bénédiction de la ministre de l'Environnement, des chasseurs et des éleveurs. Et les lynx reviennent vers nous, sauf qu'il y a une autoroute qui les massacre. Et donc, c'est aussi un problème. Il faudrait faire des ponts, des choses comme ça. Et relier la nature. Puisqu'on a tout quadrillé, nous, on considère, nous, on est toujours anthropocentré, c'est-à-dire qu'on dit que les animaux traversent la route, mais nous, on traverse leur territoire. Donc, il faudrait rétablir l'équilibre. Voilà. Oui, c'est la question posée au début, c'est où se place l'homme, où devrait-il se placer? Allez, le mot de la fin, peut-être, Jean Chamel? La dernière intervenante a dit tout est lié à un moment donné, et j'ai tilté parce que j'ai mis cette expression dans le titre de ma thèse de doctorat. Et ça peut être le mot de la fin, c'est de se dire que une véritable pensée écologique, c'est une pensée de l'interconnexion, de l'interdépendance, et qu'il faut aller vers ça. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le mot nature, pour la protection de la nature, parce qu'il y a quelque part une question de distance et d'extériorité, alors qu'il faut être dans la relation, l'interrelation et saisir tout ça. Et que la façon dont nous choisirons d'intégrer la nature dans nos vies conditionnera forcément aussi nos identités et nos existences. Merci à tous, merci à tous les trois. Je rappelle le titre de vos livres, hein. Anne-Caroline Prévost, La nature à l'œil nu, un livre paru au CNRS Éditions. Marc Giraud, Le bonheur est dans la nature. On peut aussi citer La nature en bord de chemin, édité chez Delachaux-Niestlé. Et Jean Chamel, eh bien, direction votre site et direction bien sûr pour avoir toutes les informations. Le site du muséum via jardindesplantes de Paris.fr. Un grand merci à vous.